Véronique Mur à venir nous parler des espèces invasives. Véronique Mur est donc biologiste, biologiste et a travaillé notamment beaucoup dans la région sur des projets de régénération. Et va maintenant nous parler des plantes invasives en nous posant la question si les plantes invasives le sont-elles vraiment. Bonjour. Alors, ce sujet sur les plantes invasives ou envahissantes, c'est pas un sujet anecdotique ni anodin, parce qu'aujourd'hui, donc je suis botaniste plus précisément, et aujourd'hui ce sujet-là mobilise beaucoup de discussions et provoque beaucoup de tensions dans le monde du végétal, à la fois autour de tout ce qui est la profession végétale, autour des végétaux, mais pas que. Alors, pourquoi moi je m'intéresse à ce sujet? Parce que j'ai beaucoup travaillé dans la fonction publique avant de me mettre botaniste à mon compte, et je suis assez effrayée par certains discours simplificateurs qui sont censés produire de l'efficacité et de la rapidité. Et je pars du principe que ramener de la complexité dans les éléments permet de mieux approcher leur richesse. Et donc, c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, en espérant que ce ne soit pas trop complexe non plus, mais amener ce degré de complexité pour essayer de vous faire changer ou modifier votre regard sur ce que sont les plantes invasives. Alors, pour cela, je vais vous parler d'une seule plante, et peut-être de la plus mal aimée de toutes, qui est l'élante. En fait, je suis sûre que je vois les gens hocher de la tête déjà, que vous voyez à peu près ce qu'est cette plante-là. Alors, je vous ai juste mis une petite frise historique qui n'est pas faite pour que vous détailliez chaque élément. On va le faire dans les diapositives à venir. Mais ce qui me semblait intéressant dans le fait de vous la présenter, c'est que vous aperceviez d'ores et déjà que cette élante qui est arrivée en France, on va le redire, au milieu du XVIIIe siècle, depuis qu'il est là, il a eu plusieurs statuts. Vous le voyez, il a eu un statut de plante horticole, il a eu un statut de plante industrielle. Aujourd'hui, c'est notre ennemi numéro un des plantes invasives. Et je voudrais insister sur le fait que ces statuts-là, c'est bien nous qui leur donnons, et c'est notre regard appliqué sur la plante. La plante, elle n'a pas changé depuis qu'elle est là. Sa biologie n'a pas changé. C'est juste notre rapport à cette plante qui a évolué. Et je voudrais vous en détailler un peu son histoire, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est de replonger dans cette histoire pour comprendre les mécanismes de ces changements de statut. Sachant que j'ai peu de temps, donc je vais essayer d'aller très vite. Donc, elle arrive au milieu du XVIIIe siècle, et déjà, dès son envoi de graines en Angleterre et en France, une confusion se met en place parce que D'Incarville, il ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il a envoyé comme graines. Vous le voyez à cette petite note, il parle que ça ressemble à un frêne, mais que ça n'a pas toutes les caractéristiques du frêne. Et en fait, quand elle va arriver en Europe, on pense que c'est un vernis, l'arbre à laque. Et donc, on l'imagine comme une plante qui va être utile pour produire de la laque. On s'aperçoit très vite que ce n'est pas un vernis du Japon, d'où son nom qui va rester un de ses noms vernaculaires, qui est le faux vernis du Japon. On va la retrouver au cours du XIXe siècle
dans les jardins botaniques, et on en a des traces, puisqu'ici c'est un velin de Nodeveyran d'un élante qui avait été planté au début du 19e dans le jardin des plantes de Montpellier. Et à cette occasion, il décrit la plante. Je n'ai pas le temps de vous lire toute la description, mais ce que je trouve intéressant, c'est de vous montrer comment déjà les caractéristiques de cette plante-là, à cette époque, vont être exactement les mêmes que tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une plante de croissance rapide qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres de haut et vivre 40 à 50 ans. Constatez que c'est très peu de temps. C'est certainement plus que ça, mais c'est quand même très peu de temps. Elle est remarquée pour sa capacité à occuper des habitats perturbés. Nous sommes au début du 19e siècle, hein, et donc on sait déjà que c'est une plante qui est opportuniste et qui va chercher à habiter ces habitats-là. Qu'elle se multiplie facilement par drageon. Je ne vous en dis pas plus, mais on va le voir sur l'ensemble. Je vous ai mis en gros plan un fruit qui est une samarre, dont vous voyez déjà la constitution spiralée, qui lui permet de, comme les samarres d'érable, hein, de s'envoler dans les courants d'air et d'aller se replanter ensuite. Alors, une autre époque après son arrivée de l'élante, ça va être vraiment la recherche de sa valorisation comme plante textile, en ce sens où elle nourrit, ses feuilles nourrissent un bombix, hein, le Samyacinthia, qui produit en Chine une soie, une jolie soie qui s'appelle l'élantine. Et ça arrive juste au moment où le mûrier et le bombix du mûrier sont en difficulté chez nous parce qu'ils ont été surexploités. Et donc, on va chercher des remplaçants. Et l'élante va être proposée comme remplaçant. Et ça, c'est aussi très intéressant de revoir parce qu'on a Guérin-Menneville, donc, qui est un entomologiste qui fait un rapport sur l'élante. Il fait ça en 1862. Et en 1862, qu'est-ce qu'il nous dit ? Et ça aussi, il faut bien l'entendre. Il nous dit qu'en 1861, 2000 propriétaires adeptes de ce nouveau type de sériciculture avaient planté 1 500 000 pieds d'élante, notamment en Cévennes et dans la ferme impériale de Vincennes et sur les talus des nouveaux chemins de fer qui s'installaient, le chemin de fer du Midi et le chemin de fer d'Orléans. Je vous ai mis ici un petit panneau qui vous montre l'inauguration du chemin de fer du Midi en 1856. Et donc, vous voyez ce grand reproche qu'on fait aujourd'hui aux élantes d'envahir tous nos talus de chemin de fer et toutes les terrasses des Cévennes. C'est très intéressant aussi de le mettre en rapport avec ce texte de Guérin-Menneville qui nous dit qu'il y avait eu 1 500 000 pieds de plantés pour la sériciculture. Ça n'a pas marché. Surtout, ce qui s'est passé, c'est que Hilaire de Chardonnay, en 1884, invente la soie synthétique, hein, la viscose. Et là, plus aucun effort ne sont produits pour essayer de faire de la sériciculture. D'autres usages de l'élante au XIXe siècle, dont j'ai trouvé le témoignage dans les statistiques du département du Gard, à Aigues-Mortes, on le plantait pour tenir les dunes. Et enfin, pour terminer sur cette phase où l'élante était plutôt en grâce auprès de nous, Alphand va le préconiser à Paris, dans ses plantations. On sait que dans ses ouvrages, Alphand le cite comme une des 4 principales essences d'arbres d'ornement de Paris, hein, avec le platane, le marronnier et l'orme. À cette époque-là, il est toujours appelé le vernis. Et pour que vous en ayez une preuve qui ne soit pas que mes dires, vous avez ici, je vous ai fait une capture d'écran d'un extrait des promenades de Paris d'Alphand,
où vous voyez que dans les arbres contenus à la pépinière de Petit-Brie, qui était la pépinière des arbres d'ornement pour cette époque-là, eh bien, le vernis arrive en 3e position, alors bien moindre que le marronnier et un peu moindre que le platane, mais en tout cas, il est toujours en 3e position. Pour l'anecdote aussi, au cimetière du Père-Lachaise, il y a une avenue des Élantes. Et aujourd'hui, à Paris, on trouve encore des vestiges de cette histoire. Et donc, dans un inventaire des arbres de Paris de 2010, on peut voir qu'il y a encore 458 élantes à Paris, dont un tiers sur 36 voies et un tiers dans le 16e arrondissement. Alors, je voulais vous le montrer, lui, vraiment, comment il est beau. Parce qu'il faut le voir comme ça. Ça, c'est un élante. Ce n'est pas ce que vous voyez en bord de route, les élantes. Non, non, non. C'est ça, un élante. C'est un arbre majestueux, quand même, qui pousse vite, qui n'est pas très longévif, mais qui fait, si on le laisse un peu tranquille, qui va faire de très beaux arbres. Alors, je voudrais en arriver à 5 minutes près aux années 2000, où tout d'un coup, on l'a oublié pendant un siècle, l'élante. Tout le XXe siècle, pratiquement, on l'oublie. Et puis, dans les années 2000, on a cette émergence de la politique de la lutte contre les plantes envahissantes. Alors, à cette époque-là, moi, j'étais à l'AME, qui était une agence d'environnement à la région Languedoc-Roussillon. Et effectivement, on avait sorti un ouvrage sur les plantes envahissantes de la région méditerranéenne. On avait fait un colloque sur les journées des plantes, vous voulez, introduction végétale ou péril sur les paysages. Il y avait un dossier pour la science, etc. Et là, tout d'un coup, cette élante change complètement de statut et devient, alors je ne sais pas si c'est parce que son nom commence par un A, mais en tout cas, il devient la plante numéro 1 dans ces espèces envahissantes. Et là, on décide de l'éradiquer. Et alors, qu'est-ce qui se produit? Il se produit ça. Vous vous souvenez la diapositive de qu'est-ce que c'est un élante? Et en fait, aujourd'hui, l'élante, majoritairement, la vision qu'on en a, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout un élante, ce sont des rejets d'élantes et que l'on va retrouver, bien évidemment, le long des chemins de fer aussi, qui sont sans arrêt rabattus. Et donc, sans arrêt, on produit, vous vous souvenez qu'on l'appelle aussi le manteau cieux, vous le voyez de par son architecture. Et alors, pourquoi ils sont rabattus? Parce que l'élante, c'est un arbre pionnier. D'où le fait qu'il a un cycle de vie très court, qui pousse très vite et qu'il a des stratégies pour vivre dans des milieux perturbés, mais pas perturbés par lui, perturbés par nous. Et donc, quand il est dans un milieu perturbé et surtout quand on va le rabattre, qu'est-ce qu'il fait en résistance à ça? Il délocalise toutes ses ressources glucidiques dans ses racines pour se protéger et repartir de manière très importante des systèmes racinaires. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne voit que le fait qu'il drageonne, mais lui, il se protège contre les tailles, en fait. Alors là, de manière un tout petit peu insolente, j'aime bien poser cette question. On est sous le Merlan à Marseille. Et donc, vous voyez des élantes. Et j'aime bien poser la question, mais qui est le plus invasif sur cette diapositive? Je vous laisse là. On a une idée de votre réponse. C'est vrai? Je me dépêche parce que... Alors, juste dans une autre de ces caractéristiques biologiques dont vous allez comprendre après comment il se positionne, c'est que ces samarres-là, elles sont disséminées par les courants d'air, mais à très peu de distance, à 100 mètres à peu près. Mais elles sont reprises
par les courants d'air générés par les véhicules ou par les trains. D'où le fait que les lentes, on va le retrouver le long des voies de communication, que ce soit des voies ferrées ou des routes. Et je termine par ce petit exemple qui me semble assez éclairant. On est sur une route dans le Gard entre Remoulins et Avignon. Vous avez une chaînée qui reste au milieu des vignes, peu importe, et une garrigue ouverte. Donc, vu de dessus, vous voyez la chaînée. Si vous passez le long, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez que des élantes. Et là, vous dites, non, mais quand même, elle ne peut pas nous dire que ce n'est pas invasif, ces élantes. Il y en a partout et c'est quand même terrifiant. Quand je parle des élantes avec Francis Allais, il me dit, ah non, Véronique, tu ne peux pas. Non, l'élante, non. Mais honnêtement, là, oui, on pourrait se dire ça. Mais si vous le regardez de biais, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que la chaînée, elle est j'ai pas envie de dire le mot pur, mais c'est une chaînée. Et l'élante, on le retrouve le long de la route, ce qui fait que nous, on ne voit que les élantes, mais ils ne rentrent pas réellement dans un milieu qui est stable. Ils vont rentrer que dans des milieux perturbés. Et ça, je pense que c'est le plus important quand même, de penser à sa biologie et à sa dynamique. Parce que, je finirai par là, si vous regardez la petite garrigue ouverte qui était à côté, elle est aussi dans une dynamique de reconquête vers un milieu plus forestier. Et là, qui c'est qui est en dynamique de reconquête? C'est le pin d'Alep. Personne ne nous dit que le pin d'Alep est invasif. Pourquoi? Parce que le pin d'Alep, il est censé être indigène et l'élante exotique. Et alors là, c'est le deuxième biais que moi, j'essaie de combattre, c'est que du coup, on est arrivé aujourd'hui dans cette lecture simplificatrice de nos rapports avec le règne végétal, en ayant d'un côté les plantes indigènes qui sont parées de toutes les vertus, et de l'autre côté les plantes exotiques qui sont potentiellement invasives et du coup à éliminer. Et donc j'espère que par ce tout petit exemple, eh bien, je vous permettrai d'élargir ce propos et de vous amener à réfléchir sur cette question-là. Merci. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions, mais je crois que Bruno a une question ici. En tout cas, ce qui est intéressant avec ces élantes, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont presque en première ligne, finalement, contre les humains pour protéger ce qui pourrait se développer de manière plus prospère derrière. Est-ce que cette image de la première ligne, c'est quelque chose qui... Mais oui, parce que les pionniers sont des premières lignes, hein, de toute façon. Et c'est ça, je n'ai pas eu le temps de tout vous exposer, mais ce qui moi, fait partie de mes discussions avec le règne de la conservation, c'est que pour déclarer les plantes envahissantes, on ne les déclare que par des taux de recouvrement. Et si vous entendez le mot envahissant, qu'est-ce que c'est? C'est une dynamique, et c'est une dynamique aussi de reconquête. C'est un pionnier qui va permettre, vous avez vu qu'il ne vit pas très longtemps, et donc derrière lui va arriver d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est comment cet arbre peut nous aider dans le cadre des changements climatiques, notamment que l'on a aujourd'hui, comment on pourrait s'appuyer sur des arbres pionniers tels que les lentes, qui, vous l'avez vu, poussent dans des milieux très anthropisés, pour avoir des écosystèmes émergents d'un autre type. C'est qui ces ennemis? Je n'ai pas compris quels étaient ces ennemis. Chaque être a un petit groupe associé, soit de gens qui le promeuvent, soit de gens qui veulent jouer. C'est qui? Donnez-nous des noms. Qui c'est? Ben, c'est tous les conservatoires botaniques, par exemple. S'il faut des noms. Il y a des conservatoires botaniques. Là. C'est administratif, les ennemis. Oui, mais c'est européen aussi, hein, puisque aujourd'hui, en fait, l'élan est réglementé. Il fait partie des espèces, ce qu'on appelle les EEV.
C'est-à-dire il y a un règlement européen de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, avec un règlement derrière. Donc, et ce règlement européen, il est décliné au niveau des États et ensuite décliné au niveau des régions. Et il se traduit par des listes. Je pensais que c'était le nom d'un parti écologique. Oui, non. Il se traduit par des listes, en fait. Et on a des listes qui sont déclarées indésirables. Voilà. Estelle Rouquette, Parc de Camargue. Tu as employé un peu indifféremment invasif et envahissante. Oui. Est-ce que tu pourras nous faire... c'est un anglicisme, en fait. Invasif, c'est un anglicisme et le mot est envahissant. Mais voilà. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Ouais. Parce qu'on nous dit quelquefois que l'envahissante, c'est d'origine locale qui a tendance à envahir et invasif d'origine... extérieure qui aurait aussi tendance à... Non, je veux... Et deuxième question, tu l'as un peu effleuré en parlant du pin d'Alep, la garrigue serait le résultat de la déforestation de la forêt primitive. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Tu as décidé que je reste combien de temps? J'ai pas envie... Oui, non, mais oui, la garrigue, c'est un milieu de dégradation de la... Alors avant, on parlait de climax, on parle plus de climax aujourd'hui parce que ça donne une... C'est toujours d'avoir ces visions figées. Et on sait bien que c'est jamais figé, mais la garrigue, c'est un milieu de dégradation. Cela dit, elle est toujours en évolution. Donc ça tend vers la forêt, sauf si les conditions ne permettent plus que ça tende vers la forêt. C'est très pratique parce que plus Estelle Rouquette pose de questions, moins elle aura de temps pour parler. Donc c'est un vase communicant, Estelle. Mais on va poser une très courte question pour ne pas amputer la présentation de la Pardon? Ah oui. L'ambroisie, comment vous la situez? Comme plante invasive? Alors oui, l'ambroisie, c'est une plante invasive. Vous voyez qu'elle se positionne dans les mêmes dynamiques que les lantes, c'est-à-dire on va les retrouver dans les terrains perturbés des bords de route, dans les terrains aussi agricoles remués. Elle se double du fait qu'elle est extrêmement allergène et donc du coup c'est surtout pour son aspect allergisant qu'on lutte contre. Un dernier mot sur les lantes. Les lantes, la seule chose qu'on lui reproche quand même, la seule, je vous promets, allez lire l'affiche de l'élante sur le site du ministère, c'est de perturber le béton. C'est vraiment la seule chose qu'on... Et alors moi, ça me fait bien rire parce que j'enseigne à l'école du paysage et aujourd'hui, c'est la mode de faire des projets paysagers en cassant le bitume et en laissant les choses... Mais elle le fait pour nous, Je crois que c'est une très belle manière de conclure, notamment sur un argument qui est vraiment purement esthétique. C'est-à-dire que parce que ses abords sont vilains, une fois qu'on l'a coupée, ou en tout cas perçue par certains comme vilain, on la classe tout de suite comme espèce invasive, alors qu'elle pourrait nous rendre bien des services pour démoderniser l'architecture et sortir de périples. Comprendre son mode de vie. Absolument. Et donc c'est une magnifique intervention. Merci beaucoup. Et donc, on accueille